Merci beaucoup. Donc, moi, je vais essayer de faire le lien entre l'hypertension pulmonaire et entre l'embolie pulmonaire. Je vais vous parler de l'hypertension pulmonaire post-embolique. Alors, l'hypertension post-embolique, c'est une hypertension qui apparaît dans un contexte de maladie thromboembolique et elle se définit aussi par la persistance de l'hypertension au-delà de 3 mois de traitement pour la différencier de l'embolie aiguë. C'est une maladie qui, contrairement à l'embolie pulmonaire aiguë, évolue de façon progressive. Au sein de la classification des hypertensions pulmonaires, c'est la cause la plus fréquente, c'est le groupe 4, qui totalise à peu près le quart des étiologies. Le pronostic est sombre en absence de prise en charge spécifique, mais d'un autre côté, c'est la seule cause d'hypertension pulmonaire qui est potentiellement curable par le traitement chirurgical. Alors, on va découvrir l'hypertension pulmonaire post-embolique dans de nombreuses circonstances qui sont largement dominées par le bilan systématique de l'exploration d'une hypertension pulmonaire précapillaire. On va être en face à un malade qui a des signes cliniques d'hypertension pulmonaire, qui ressemble en tout point à l'hypertension pulmonaire idiopathique et à l'embolie pulmonaire, peut-être avec une plus grande fréquence des œdèmes et de l'hémoptysie et une fréquence moindre des syncopes par rapport à la forme idiopathique. On va retrouver des antécédents thromboemboliques uniquement dans la moitié des cas, ce qui complique parfois les choses dans le diagnostic. La deuxième circonstance de découverte, ça va être une embolie pulmonaire aiguë dans 35% des cas. Et là, il faut être vigilant pour le diagnostic d'hypertension post-embolique en faisant attention aux cas de malades qui se présentent pour un épisode aigu et qui en fait cliniquement ou échographiquement présentent des signes d'hypertension pulmonaire avec notamment des PAP élevés au-delà de 50 ou 60 mm de mercure. Beaucoup plus rarement, ça va être un bilan qui est fait à distance d'une embolie pulmonaire aiguë dans 10% des cas. Soit c'est un malade qui a fait une embolie pulmonaire et qui va se présenter pour une dyspnée d'effort, qui va apparaître généralement au bout de 2 ans. C'est une période de latence qu'on appelle aussi lune de miel, parce que tout semble marcher et tout semble bien, et puis le malade va commencer à développer ses symptômes à distance de l'épisode aigu. Ça peut être aussi le suivi échographique d'une embolie pulmonaire qui n'est pas recommandé dans tous les cas, mais qui est préconisé notamment chez les malades qui se présentent initialement avec des PAP au-delà de 50-60. C'est des PAP qui ne peuvent pas être normalement générés par un ventricule droit qui est sain. Alors, l'incidence, elle est difficile à déterminer. Il y a des surestimations et il y a aussi des sous-estimations. Des surestimations parce qu'on va inclure les malades qui se présentent avec un épisode aigu révélateur de la maladie. Et en fait, dans les études où on tient compte des résultats de l'échographie, on va trouver des incidences beaucoup plus basses que ça, de moins de 1%, quand on élimine les malades qui se présentent initialement avec des tableaux d'hypertension pulmonaire. Il y a aussi une sous-estimation parce que dans ces études, on ne tient pas compte des malades, des 50% quand même des malades qui ne rapportent pas un épisode aigu dans leur antécédent, et on ne tient pas compte aussi des difficultés diagnostiques de cette maladie. Or, l'histoire naturelle de l'hypertension pulmonaire post-embolique, ça commence par une embolie pulmonaire aiguë qui va être plus ou moins symptomatique, plus ou moins silencieuse, et dans la grande majorité des cas, il va y avoir une résolution du thrombus avec restitution intégrale. Dans de rares cas, cette résolution va être incomplète, le thrombus va s'organiser, il va y avoir une obstruction avec par conséquent une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et ça aboutit à cette hypertension pulmonaire post-embolique. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il y a des personnes qui, suite à une embolie pulmonaire aiguë, vont passer à la chronicité et vont voir leur thrombus s'organiser, persister dans les vaisseaux, mais il y a de nombreux facteurs qui ont été incriminés, notamment des facteurs qui sont liés à l'épisode aigu, tels que des embolies qui sont larges, des embolies qui sont récidivantes, une PAP initiale élevée, une embolie pulmonaire idiopathique,
une anticoagulation insuffisante, mais ces facteurs sont inconstants. Il y a de nombreuses maladies associées qui prédisposent aussi à l'hypertension post-embolique, telles que les maladies inflammatoires chroniques, la splénectomie, les shunts auriculo-ventriculaires, tout ce qui est cathéter et tout ce qui est pacemaker, parce que ça risque de s'infecter par le staphylocoque, et le staphylocoque est largement incriminé dans la formation de ces emboles organisés. Il y a aussi l'hypothyroïdie et son traitement. Il y a aussi les néoplasies. Le troisième groupe de facteurs de risque, c'est les anomalies de l'hémostase. Et là, contrairement à l'embolie pulmonaire aiguë, ou les facteurs de thrombophilie, notamment le déficit en protéine S, en protéine C, en antithrombine 3, là, dans la forme chronique, ces facteurs ne sont pas du tout associés à la maladie, et c'est d'autres facteurs, tels que le facteur 8, le facteur de Willebrand, et le facteur inhibiteur de l'activation du plasminogène. Il y a aussi les anomalies de la fibrinogenèse et de la fibrinolyse, les anticorps antiphospholipides, les sujets qui ont un groupe sanguin non haut, il y a aussi l'hyperlipoprotéinémie. Alors, cette obstruction va aboutir à des phénomènes de compensation, et au niveau des territoires occlus, il va y avoir une déviation de la vascularisation avec une ouverture des shunts avec les zones non occluses, et de même, il va y avoir au niveau des tissus occlus une ouverture des shunts avec la vascularisation systémique et les artères bronchiques. Tout ceci va aboutir à une augmentation du flux sanguin et au niveau des zones occluses et au niveau des zones non occluses. C'est ce qu'on appelle des forces de cisaillement avec une agression du vaisseau et ça aboutit à un remodelage vasculaire. Et à la fin, il va y avoir des lésions qui ressemblent en tout point à celles de l'HTAP idiopathique avec une artériopathie plexiforme. Il va y avoir aussi une agression capillaire avec des lésions qui ressemblent à l'hémangiomatose capillaire et aussi des lésions vénulaires qui ressemblent à la maladie veineuse occlusive pulmonaire. Alors, dans le cas où cette circulation collatérale ne se développe pas, il va y avoir un problème aussi parce qu'on a une stase veineuse et par phénomène de sédimentation qu'on appelle aussi alluvionnement, il va y avoir une formation de thromboses distales qui sont de mauvais pronostics. Et donc finalement, l'hypertension au cours de la maladie thromboembolique chronique, elle a un double mécanisme. On a l'obstacle endovasculaire chronique, mais on a aussi une vasculopathie distale. Et cette vasculopathie distale, il faut la suspecter à chaque fois qu'on mesure les résistances et qu'on trouve que ces résistances ne peuvent pas être corrélées par le degré de l'obstruction proximale des vaisseaux par les thrombis organisés, ou à chaque fois qu'on suit un malade pour une hypertension pulmonaire et qu'il va s'aggraver alors qu'il n'a pas présenté un épisode aigu d'embolie pulmonaire. La sévérité va être variable selon les patients, elle est de mauvais pronostic, elle est corrélée à la mortalité périopératoire et elle n'est pas accessible à un traitement chirurgical, ce qui est à l'origine de sa persistance de l'hypertension pulmonaire en post-opératoire dans environ 10 à 30% des cas. Et ça souligne l'intérêt de faire le diagnostic et de traiter précocement ces patients pour limiter l'impact justement de cette vasculopathie distale. Alors, pour faire le diagnostic, c'est bien sûr, on va faire le premier examen de dépistage de l'hypertension pulmonaire, qui est l'échographie cardiaque, parce qu'elle n'est pas invasive, et qui va nous permettre, comme ça a été dit, d'approcher un peu la BAP en mesurant la vélocité de l'insuffisance tricuspide. Mais c'est un examen, bien sûr, qui doit être fait par des échographistes expérimentés parce que l'exploration du cœur droit est beaucoup plus difficile que le cœur gauche et les cardiologues sont plus entraînés à voir le cœur gauche que le cœur droit. Ça permet aussi une étude morphologique avec le retentissement sur les cavités droites, tout en sachant que ce retentissement est tardif et que des variations faibles de la fonction et de la morphologie cardiaque droite sont difficiles à détecter en échographie. Ça permet bien sûr aussi d'éliminer les autres causes d'hypertension pulmonaire. Alors,
pour confirmer la thrombose. Là, l'arbre décisionnel est complètement différent de l'embolie aiguë, où le premier examen de choix, c'est l'enjeu TDM. Ici, le premier examen de choix, c'est la scintigraphie pulmonaire couplée ventilation-perfusion. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui est extrêmement sensible et qui va permettre d'éliminer le diagnostic quand il est normal. Sauf que cet examen sous-estime l'obstruction par rapport à l'angiographie qui reste quand même le gold standard et la référence. Et c'est pourquoi quand on fait la scintigraphie, quand on trouve même un petit déficit de perfusion, il faut retenir le diagnostic et aller au-delà pour compléter les explorations. La spécificité, elle reste plus faible que la sensibilité parce qu'on peut trouver des déficits perfusionnels dans d'autres étiologies telles que les causes néoplasiques ou les vascularites. La TDM multibarrette, c'est bien sûr un examen qui a une grande importance après la scintigraphie. Ça va montrer des signes evocateurs, notamment l'obstacle au niveau du vaisseau, l'hypervascularisation de compensation qui témoigne de la chronicité, l'aspect en mosaïque sur la tête, sur le parenchyme pulmonaire avec des zones noires qui correspondent à un parenchyme qui est hypovascularisé. Elle a aussi l'avantage d'avoir une bonne résolution spatiale et avec les techniques de reconstruction, on a des images qui ressemblent beaucoup à l'angiographie. Cependant, sa sensibilité reste plus faible que l'angiographie, notamment au niveau segmentaire et sous-segmentaire, et donc elle n'élimine pas le diagnostic et elle nécessite surtout une interprétation par des radiologues qui sont experts. Ça a un autre avantage aussi dans le sens où elle va visualiser cet épaississement de la paroi vasculaire et c'est important pour le chirurgien quand il va faire sa thromboendartériectomie pour initier le plan de clivage. Ça permet aussi d'éliminer les autres causes beaucoup plus rares d'obstruction vasculaire, notamment les sarcomes ou la médiastinite fibreuse. Or, l'IRM et d'autres nouvelles techniques d'imagerie prennent de plus en plus de la place. L'avantage de l'IRM, c'est que c'est pas invasif et c'est pas irradiant. Ça permet de confirmer le diagnostic avec une sensibilité égale à celle de l'enjeu TDM, avec en plus une analyse morphologique et hémodynamique des cavités cardiaques. Sauf que sur le plan pratique, le temps de réalisation est lent. C'est un examen qui coûte beaucoup plus cher que le scanner. Il est peu disponible et on a moins de radiologues experts dans l'interprétation de l'IRM par rapport à l'interprétation de l'enjeu TDM. L'imagerie invasive a une place essentielle dans l'exploration de l'hypertension pulmonaire post-embolique et on va faire dans le même temps d'exploration et le cathétérisme cardiaque droit et l'angiographie. Le cathétérisme, ça va nous permettre de confirmer le diagnostic d'hypertension précapillaire avec une PAP supérieure à 25 et des pressions d'occlusion inférieures à 15. Et là, sur les dernières propositions de modification de recommandation où on va changer la PAP à 20, c'est pas encore vrai pour la forme post-embolique, c'est pas encore retenu, c'est peut-être dans le futur qu'on adoptera cette baisse des pressions comme le disent les experts de la Réunion. L'angiographie, ça reste le gold standard parce que c'est plus sensible que l'enjeu TDM au niveau segmentaire et sous-segmentaire. Et surtout, elle est importante aussi pour évaluer l'accessibilité chirurgicale en précisant de façon exacte et en donnant une cartographie du siège et de l'étendue des lésions. Et donc finalement, quand on suspecte une hypertension pulmonaire post-embolique, ou quand on est devant une hypertension pulmonaire, on va commencer par la scintille ventilation-perfusion. Si elle est normale, elle élimine le diagnostic. S'il y a un défect perfusionnel, même sous-segmentaire, on va aller au-delà pour compléter les explorations et terminer et retenir le diagnostic et proposer le traitement. Et ce qui est proposé dans les recommandations, c'est que dès cette phase de scintigraphie, si elle est positive, il faut faire passer le malade à un centre expert pour compléter le reste des explorations et les confronter ensemble. Alors pour traiter, le premier traitement, c'est bien sûr les traitements anticoagulants.
dans l'avantage et d'éviter les récidives, mais ils vont pas du tout modifier le cours évolutif et les lésions d'organisation et de fibrose au niveau du thrombus. Les nouveaux anticoagulants oraux n'ont pas de place, il n'y a pas assez de recul, ils ne sont pas recommandés pour le moment. Alors, le traitement de choix de référence qui est potentiellement curatif et qui est recommandé par le Collège américain de cardiologie, par les sociétés européennes et des maladies respiratoires et de cardiologie, c'est la thromboendartériectomie pulmonaire. Ça consiste en une désobstruction chirurgicale des artères pulmonaires. On va faire donc une ablation de cette moule qui obstrue les branches et ça entraîne la guérison dans la majorité des cas. Alors, quand on voit qu'on a la patte et qu'on veut comparer l'embole frais de l'embolie pulmonaire aiguë à l'embole organisée de l'hypertension pulmonaire post-embolique, on a des données qui sont complètement différentes. Dans l'embolie aiguë, c'est un embole qui a de couleur rouge, qui est facilement détachable de la paroi de l'artère pulmonaire et qui va contenir et des globules rouges et des plaquettes et une maille de fibrine. Alors que le thrombus organisé de l'hypertension pulmonaire chronique post-embolique, il est de couleur jaunâtre, il est extrêmement adhérent à la paroi, avec une fibrose qui va envahir la média, l'intima et arriver au niveau de la média. Il est constitué de collagène, d'élastine, de cellules inflammatoires, de vaisseaux, avec parfois dans les formes évoluées même des calcifications. Et donc finalement, quand on veut traiter cet obstacle, c'est pas une technique d'embolectomie comme on le fait parfois dans certains cas d'embolie pulmonaire, avec notamment une contre-indication aux anticoagulants, mais c'est une véritable endartériectomie où on va enlever et le thrombus organisé et l'intima. C'est une chirurgie qui est extrêmement complexe, mais qui date de plus de 50 ans. La voie d'abord, ça va être une stérnotomie médiane pour avoir accès aux deux artères pulmonaires en même temps, et ça se fait sous CEC avec une hypothermie pour éviter l'inondation par le sang provenant des anastomoses bronchopulmonaires. Alors le chirurgien rentre toujours l'accès, ça se fait au niveau des artères principales et on n'ouvre pas les vaisseaux au-delà parce qu'il y a un risque d'hémorragie important du fait des anastomoses. Donc, le véritable défi du chirurgien quand il ouvre, c'est de trouver ce plan de clivage entre d'une part l'intima et d'autre part la média pour pouvoir faire la dissection et enlever de façon suffisante le thrombus tout en évitant de faire des lésions vasculaires. Donc, il va commencer sa dissection au niveau proximal et puis il va étendre de façon circonférentielle en étant guidé par une vidéocaméra et sans jamais ouvrir les autres vaisseaux. Et on fait les deux côtés en même temps, côté gauche et puis côté droit. Et donc finalement, le chirurgien va faire une ablation et une désobstruction en éliminant cette véritable moule bronchique en même temps, et c'est à peu près, ça correspond à peu près à une désobstruction de 20 à 30 branches par côté, en comptabilisant et les artères principales et les artères lobaires, segmentaires et sous-segmentaires. Donc c'est une technique qui est sûre, quand elle est faite par des opérateurs qui sont entraînés dans des centres experts. C'est une technique où la décision doit être faite dans un cadre multidisciplinaire, incluant un chirurgien cardiothoracique, sous-spécialisé dans l'endartériectomie pulmonaire, un pneumologue sous-spécialisé en médecine vasculaire, un cardiologue interventionnel et un radiologue expert. Et l'expérience du centre est extrêmement déterminante pour le succès de la chirurgie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un centre expert en endartériectomie? C'est un centre qui opère plus que 20 cas par an et qui a une mortalité qui est inférieure à 10%. Alors, pour proposer les malades à une endartériectomie, deux caractéristiques doivent être précisées. D'une part, l'accessibilité des lésions, et elles ne sont pas toutes accessibles, et d'autre part, l'évaluation du rapport bénéfice-risque de cette chirurgie. Alors, l'imagerie, actuellement, elle permet d'approcher de façon assez fiable le siège et surtout le début des lésions dans l'hypertension pulmonaire post-embolique. Sauf que, en péropératoire, généralement, les lésions sont plus importantes que celles qui sont détectées par la chirurgie
Et c'est pourquoi la classification de l'hypertension pulmonaire post-embolique est une classification qui est chirurgicale. Et on a 4 niveaux. Le niveau central, lobaire, segmentaire et sous-segmentaire. Alors pour le groupe 1 et 2, on a un meilleur bénéfice de la chirurgie et on va pouvoir restaurer la fonction cardio-pulmonaire avec un très bon pronostic. Par contre, dans les formes segmentaires et sous-segmentaires, là, le bénéfice va être variable selon l'expérience du chirurgien. Pourquoi? Parce que l'accès à ces lésions distales est beaucoup plus difficile. Je rappelle que quand on ouvre toujours au niveau proximal. Quand on a des artères proximales qui sont malades, on va enlever une intima qui est malade. Par contre, si au niveau proximal, on n'a pas de lésion, il va falloir disséquer une intima qui est saine, qui est fragile, et donc le risque de complication est beaucoup plus important. Quand le chirurgien est extrêmement entraîné et quand il voit par la vidéocaméra l'obstacle au niveau segmentaire, il peut y accéder directement sans décoller l'intima au niveau proximal. Et donc, c'est des lésions distales dont la chirurgie nécessite une grande expertise vu que le risque de complication est plus élevé. Il est actuellement recommandé que quand un malade qui présente une hypertension pulmonaire post-embolique, s'il est recusé par un premier centre du fait d'une inaccessibilité des lésions, il faut quand même le présenter à un autre centre pour voir s'il y a un chirurgien qui est plus entraîné à la technique et qui pourra l'opérer et lui proposer ce seul traitement réellement curatif dans l'hypertension post-embolique. Alors, pour l'évaluation du rapport bénéfice-risque, la résistance artérielle pulmonaire, ça occupe une place importante. Je rappelle que ces résistances ne sont pas dues uniquement à l'obstacle qu'on va enlever par la chirurgie, mais aussi à la vasculopathie distale qui n'est pas, elle, accessible à un traitement chirurgical. Et sur le plan pratique, on n'a pas de méthode fiable pour faire la part entre le pourcentage qui est dû à l'atteinte qu'on va traiter obstructive et à l'atteinte distale qui va persister après la chirurgie. Et la prédiction de l'amélioration des résistances après la chirurgie, ça va être très subjectif et ça va dépendre de l'expérience du centre. Et le chirurgien et toute l'équipe va voir en gros si cette élévation des résistances peut diminuer de moitié et atteindre l'objectif en post-opératoire en éliminant seulement le thrombus. Les comorbidités, c'est important aussi d'évaluer le terrain et la seule contre-indication absolue à la chirurgie, c'est les maladies respiratoires et cardiaques chroniques sévères. Par contre, les sujets âgés ont le même bénéfice par rapport aux sujets jeunes. En ce qui concerne la dysfonction cardiaque droite et l'insuffisance tricuspide, qui constitue la principale cause de décès dans l'hypertension pulmonaire post-embolique, elle ne contre-indique pas le traitement chirurgical parce qu'elle s'améliore après en artériectomie pulmonaire, sauf que jusque-là, on ne connaît pas quels sont les critères et quel est le point de non-retour à partir duquel il ne va pas y avoir une réversibilité de cette insuffisance cardiaque droite en post-opératoire. Et récemment, lors du 6e symposium dont le rapport vient d'être publié en 2019, on précise des critères de bon et de mauvais pronostic. Ça reste des critères de bon et de mauvais pronostic et non pas des critères de sélection stricts et non pas des contre-indications strictes. Et ces critères comportent différentes caractéristiques. Et le bon pronostic est jugé sur des antécédents de maladies thromboemboliques, l'absence d'insuffisance cardiaque droite, l'absence de pathologie cardiaque et respiratoire significative, une altération fonctionnelle stade 2-3, des lésions qui sont évidentes et concordantes sur toutes les explorations, une atteinte des 2 lobes inférieurs parce que chirurgicalement c'est plus accessible, et sur le plan hémodynamique, des résistances de moins de 1000 qui sont corrélées à l'étendue de l'obstruction vasculaire avec des PAP systoliques élevés et des PAP diastoliques non élevés. Je rappelle que ce n'est pas des contre-indications et on peut avoir des résistances qui sont beaucoup plus élevées que ça. Et si elles sont dues à l'obstacle lui-même et non pas à la vasculopathie distale, le patient va pouvoir bénéficier de la chirurgie et va être un bon candidat à la chirurgie.
Alors, les bénéfices sont largement démontrés, fonctionnels, hémodynamiques, ils sont immédiats et persistants, avec une baisse des résistances et de la pression artérielle pulmonaire. Il est recommandé de faire une étude hémodynamique 6 à 12 mois au cours du suivi. On a une augmentation du débit cardiaque, une amélioration des échanges gazeux, une amélioration de la qualité de vie, une réversibilité de la dysfonction cardiaque droite qui est plus tardive. Le seul souci, c'est qu'on peut avoir une hypertension persistante après en artériectomie qui est due soit à une lésion distale auquel le chirurgien n'a pas pu accéder, soit à une vasculopathie distale. Et c'est une hypertension qui est corrélée aux complications et à la mortalité. Et justement, les complications, ça rejoint les complications des autres gestes de chirurgie cardiaque, notamment l'arythmie, les épanchements pleuro-péricardiques, la téléctasie, l'infection, les complications neurologiques qui sont dues à l'arrêt circulatoire et à l'hypothermie, et surtout l'OAP de reperfusion qu'on voit à peu près dans 10% des cas. C'est un OAP qui n'est pas d'origine cardiogénique, qu'on appelle syndrome de fuite capillaire parce qu'il est lié à une hyperpression, une hyperperméabilité vasculaire. Il est de sévérité variable, ça va d'une hypoxémie modérée à un OAP hémorragique qui peut nécessiter une circulation extracorporelle plus prolongée. Il est plus fréquent quand on a des résistances vasculaires en préopératoire élevées et quand on a une hyperpression persistante en post-opératoire. La mortalité, elle est similaire à toute chirurgie cardio-thoracique majeure. Elle est inférieure à 5% dans les centres experts et elle est extrêmement corrélée aux résistances vasculaires post-opératoires. Alors, tout ceci fait que l'endartériectomie pulmonaire est recommandée avec une classe 1 chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire post-embolique et doit être la décision doit être prise toujours pas dans un cadre multidisciplinaire. Et donc finalement, si on résume, si on est devant une hypertension chronique post-embolique, il faut faire une évaluation par une équipe multidisciplinaire. Si le patient est opérable en termes d'accessibilité des lésions et en termes de rapport bénéfice-risque, on va faire la thrombondartériectomie qui est le traitement de choix. Chez les patients qui ne sont pas opérables, et c'est le cas de 40 à 50% des cas à peu près, il y a d'autres alternatives thérapeutiques, notamment le traitement médicamenteux ciblé et l'angioplastie pulmonaire au ballonnet. Alors, le traitement médicamenteux ciblé, c'est le traitement qu'on utilise dans l'HPAP idiopathique et vasodilatateur et antiproliférant, qui a été utilisé depuis très longtemps de façon large et au même. Et le rationnel pharmacologique de cette indication thérapeutique, c'est qu'on a des lésions de vasculopathie distale qui ressemblent à l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Alors, il y a eu trois grandes études randomisées contrôlées. La première, c'est l'étude BENEFIT qui a testé l'effet du Besantan, qui a montré des effets positifs sur le plan hémodynamique avec une réduction des résistances vasculaires pulmonaires. Par contre, l'effet sur le test de marche de 6 minutes n'a pas été significatif et c'est pourquoi ce médicament n'a pas eu la même. La deuxième étude, c'est l'étude CHEST-1, qui a testé l'efficacité du riociguat sur la vasculopathie distale au cours de l'hypertension pulmonaire post-embolique et qui a donné de très bons résultats avec une réduction des résistances de moins de 31% et une augmentation une amélioration du test de marche avec plus de 46 mètres. Et ce médicament a actuellement la même dans la prise en charge des malades qui présentent une hypertension persistante après un geste chirurgical d'une hypertension pulmonaire post-embolique. Il y a eu après l'étude CHEST-2 qui a intéressé les mêmes malades d'une CHEST-1 et qui est une extension de cette étude et qui a montré que ces effets positifs persistent au-delà d'une année du début du traitement. Maintenant, il y a récemment eu la publication de l'étude MERIT qui a testé le macitentan dans l'hypertension pulmonaire post-embolique. Elle a montré aussi des résultats positifs et significatifs et sur les résistances et sur l'amélioration de la capacité à l'effort. Et c'est bien un médicament qui va avoir son AMM très bientôt.
Et donc les recommandations sont là. Le riociguat, il est indiqué, il est recommandé avec une classe 1 dans l'hypertension persistante ou récurrente après traitement chirurgical et chez les malades qui sont inopérables. Et même les médicaments en eux-mêmes sont approuvés aussi par les recommandations pour les malades qui ne peuvent pas bénéficier d'un geste chirurgical. En plus du traitement médicamenteux, la deuxième alternative thérapeutique chez les malades qu'on ne va pas pouvoir opérer, c'est l'angioplastie pulmonaire au ballonnet. C'est une technique qui a été développée par les Japonais depuis très très longtemps, depuis 1988. Ça consiste en une dilatation endoluminale des artères pulmonaires en utilisant des ballonnets et on va essayer en faisant des inflations répétées de pousser l'obstacle. Donc là, il suffit la technique consiste à pousser l'obstacle et non pas à l'enlever comme dans la chirurgie. L'accès se fait par voie veineuse périphérique. Les indications, c'est les patients qu'on ne peut pas opérer et l'hypertension persistante du fait d'une lésion distale inaccessible. Elle est faite par une équipe interventionnelle, radiologue et cardiologue, et elle est largement inspirée de l'angioplastie coronaire, sauf que là, on travaille dans un environnement qui est complètement différent. Dans le sens où, pour améliorer la vascularisation au niveau des artères pulmonaires, il faut dilater plusieurs artères et non pas une seule artère. Dans le sens aussi où on ne peut pas mettre de cintre parce que les artères pulmonaires sont extrêmement mobiles avec les mouvements respiratoires. Et dans le sens où les vaisseaux sont beaucoup plus fragiles parce que les coronaires, c'est des artères systémiques qui ont une paroi qui est très épaisse et elles sont entourées de muscles, alors que les artères pulmonaires ont une paroi qui est plus fine et sont entourées par des alvéoles qui sont à risque. Et donc, cette technique a été abandonnée à cause de nombreuses complications qui peuvent être extrêmement graves, notamment des lésions vasculaires avec des hémoptysies qui peuvent être foudroyantes. Et ces complications vasculaires sont liées à la perforation par le lit, ou la surdilatation par le ballonnet, ou l'injection de produits de contraste sur une forte pression. Il peut y avoir aussi une dissection vasculaire. Et après le geste, on a aussi bien sûr l'œdème de reperfusion, comme on l'a dans la chirurgie, et l'insuffisance rénale. Et c'est une technique qui est bien sûr contre-indiquée dans l'insuffisance rénale sévère parce qu'on injecte un produit de contraste et quand il y a un risque hémorragique et une infection active. Et puis récemment, il y a eu un regain d'intérêt pour cette technique parce qu'on doit trouver une solution pour ces maladies inopérables et on a optimisé les techniques pour diminuer les effets indésirables et augmenter la rentabilité. Et donc, ce qui est recommandé, c'est avant de faire le geste, il faut faire une scintigraphie avant chaque séance pour repérer les zones où il y a des déficits perfusionnels les plus importants et les cibler en priorité. En paire-geste, on va faire une angiographie sélective au niveau des zones cibles pour mieux avoir une cartographie des lésions distales et ça permet une cartographie qui est plus fiable que l'angiographie conventionnelle. On va faire aussi à chaque fois un cathétérisme en utilisant des microcathéters et on va mesurer à chaque fois la pression en avant. Donc, on amont de l'obstacle et on aval de l'obstacle. Et quand on a un obstacle, on a généralement des pressions en amont qui sont élevées et des pressions en aval qui sont basses du fait du faible débit. On va procéder à des inflations de ballonnets qui sont répétées. Il faut utiliser au cours des premières séances des ballonnets de faible calibre et puis augmenter le calibre au cours des séances suivantes pour réduire le risque de complications. Il faut limiter la dilatation à 3 à 5 segments par séance pour éviter l'OAP de reperfusion. Il faut répéter les séances pour optimiser la dilatation, limiter l'irradiation, la dose de produits de contraste et surveiller les patients au moins 24 heures en unité de soins intensifs après le geste, parce que les complications peuvent se révéler tardivement par rapport au geste. Je vous montre ici un exemple du déroulement de l'angiographie. Là, on a l'angiographie sélective initiale qui montre une hypoperfusion au niveau des deux segments. De façon parallèle, on a fait une étude hémodynamique et ce que vous voyez en vert, c'est la pression
distale au-delà de l'obstacle qui est là très basse parce qu'il n'y a pas de flux sanguin, on a des pressions en amont qui sont très élevées et par conséquent un rapport qui est inférieur à 0,5. On a procédé à une dilatation en utilisant au départ des ballonnets de faible calibre de 2 à 3 mm et on refait les images et vous voyez ici qu'on a une amélioration immédiate. Et sur l'hémodynamique aussi, on a une amélioration immédiate avec les pressions distales qui commencent à s'élever, les pressions proximales qui commencent à baisser avec un rapport qui va être supérieur à 0,5. Au début de la deuxième séance qui est faite 2 mois plus tard, on a déjà des résultats tardifs qui apparaissent avec une meilleure perfusion et un meilleur état hémodynamique et un rapport qui est supérieur à 0,6. Cette fois-ci, on va faire la dilatation en utilisant des ballonnets qui sont plus gros, de 4 mm, et on voit à la fin l'amélioration et sur la perfusion des 2 branches artérielles et sur l'hémodynamique avec un rapport qui est supérieur à 0,65, à 0,65. Et donc, cette technique permet des résultats positifs avec une amélioration hémodynamique et proportionnelle au nombre d'artères traitées, une amélioration des symptômes, de la tolérance à l'effort et de la qualité de vie. Par contre, l'effet sur la fonction ventriculaire droite n'est pas actuellement établi. Sur le plan études, on a 2 grands essais avec des résultats qui sont très différents entre la série japonaise et la série américaine. La série japonaise, c'est un grand nombre de malades, 308 patients, des résultats en termes de baisse de la pression qui sont très intéressants, moins 44%. Par contre, ils ont des complications sévères importantes. La série américaine, c'est à peu près le 10e des malades. On a une réduction moins importante des pressions artérielles pulmonaires, mais des complications qui sont beaucoup moins fréquentes et aucune complication majeure. Et ces différences dans les résultats sont dues bien sûr à la différence d'être dans les critères de sélection, et les Japonais sont plus interventionnistes. Ça dépend aussi de la technicité des opérateurs et ça appelle à une meilleure standardisation et un meilleur apprentissage et à une homogénéisation des études. Et pour homogénéiser les études, les Japonais proposent actuellement une classification des lésions selon l'aspect en angiographie sélective, tout en sachant que les lésions tortueuses sont les plus difficiles à traiter en dilatation. Tout ceci a fait que cette technique est actuellement adoptée par l'ERS et par la Société européenne de cardiologie avec une classe 2B chez les malades qui ne sont pas opérables du fait d'une mauvaise accessibilité des lésions ou d'un risque, d'un rapport bénéfice-risque qui est bas. Mais sur le plan pratique, elle est pratiquée en dehors de ces indications, notamment dans l'hypertension persistante après chirurgie, pour stabiliser les malades avant une chirurgie ou en association avec la chirurgie. Par exemple, on fait une chirurgie d'un côté quand les lésions sont accessibles, une dilatation de l'autre côté si les lésions ne sont pas favorables à un traitement chirurgical. Ces différents traitements peuvent être associés de manière différente, soit dans une démarche concomitante ou dans une démarche de step-up, pour s'adapter aux lésions et au terrain, au siège et à l'étendue des lésions. Et de nombreuses études randomisées et contrôlées sont en cours pour vérifier ces différentes associations. Nous sommes donc dans une perspective de médecine personnalisée, adaptée aux patients, et la définition d'un centre d'experts vient d'être revisitée et les critères sont plus exigeants. C'est un centre qui dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise l'endartérectomie pulmonaire, et là on est plus exigeant sur les critères. La mortalité c'est inférieur à 5% et non pas 10%, le nombre c'est plus que 50 et non pas plus que 20, et on exige un autre critère qui est la possibilité de réaliser une endartérectomie au niveau segmentaire. Il faut que cette équipe maîtrise
toutes les techniques et tous les médicaments du traitement de l'hypertension pulmonaire post-embolique. Et il faut qu'il y ait le plateau nécessaire et les compétences nécessaires pour gérer les complications. Je conclus par l'algorithme de prise en charge. Quand on est devant une hypertension pulmonaire post-embolique, le traitement par AVK s'impose dans tous les cas, de même qu'une évaluation par une équipe multidisciplinaire dans un centre expert. Si le malade est opérable, le traitement de choix, c'est toujours la thromboendartérectomie. Si le malade n'est pas opérable, d'autres thérapeutiques sont disponibles, notamment la thérapie ciblée d'angioplastie pulmonaire au ballonnet. Et ce qui a été rajouté, ce qui est proposé par le groupe expert récemment en 2018, c'est l'ajout de cette double flèche, de cette flèche à double sens pour exprimer cette fluidité de passage entre les différents traitements, dans le sens où un patient, par exemple, qui a été jugé initialement inopérable, il peut le devenir parce que les opérateurs sont devenus plus compétents pour la prise en charge des lésions les plus distales. De même pour l'angioplastie au ballonnet où les cardiologues interventionnistes sont de plus en plus compétents en matière de dilatation. Et j'espère avoir été dans le temps.